le média de l'Afrique centrale. Unis dans l'égalité, forts dans la diversité. Média 2AC. Vous écoutez Le Politiste, un podcast Média 2AC avec Estelle Boulot et Éric de Montebois. Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on se penche sur un aspect bien précis de la politique américaine sous Trump, grâce à un rapport récent, sa stratégie migratoire envers l'Afrique. Oui, bonjour. Effectivement, ce rapport analyse une approche très transactionnelle, sous cette fameuse bannière America First. Transactionnel, c'est-à-dire ? L'idée, c'était assez direct. On pousse les pays africains à accepter le retour de migrants, et attention, y compris de gens qui ne sont pas leurs ressortissants, en échange, disons, d'avantages économiques ou de meilleures relations commerciales. D'accord, un donnant-donnant, quoi. Voilà, c'est ça, très explicite. Notre mission, donc, c'est de décortiquer un peu cette mécanique, comprendre les leviers diplomatiques, économiques, même juridiques utilisés. Et surtout, voir les conséquences pour les pays africains qui se sont retrouvés au milieu de tout ça. Alors, allons-y. Les tactiques utilisées. Le rapport parle de pression diplomatique, économique. Oui, une pression assez intense. Il y a eu ce sommet en juillet 2025 avec 5 leaders d'Afrique de l'Ouest, Libéria, Sénégal, Mauritanie, Gabon, Guinée-Bissau. Un moment clé. Et juste avant ça, il y avait eu cette info du Wall Street Journal. Ah oui, basé sur un document interne du département d'État. Exactement, qui révérait une demande très pressante que ces pays acceptent des expulsés des États-Unis, même s'ils n'avaient pas de lien direct avec le pays. Bah oui, ça illustre parfaitement ce côté transactionnel. Le message c'était « si vous coopérez sur la migration, alors on pourra améliorer les relations commerciales ». Et la présence de Stephen Miller, connu pour sa ligne dure, ça envoyait un signal clair, j'imagine ? Oh oui, un signal très clair que cet agenda migratoire était vraiment intégré au cœur des relations globales. D'accord. Et en parallèle de ça, il y a eu aussi des restrictions de visa massives, non ? Tout à fait. Un mémorandum en juin 2025 qui menaçait carrément 36 nouveaux pays, dont 26 en Afrique, comme le Gabon ou le Sénégal, d'interdiction de visa s'ils ne coopéraient pas plus sur les rapatriements. 36 pays africains sur 54 potentiellement visés, c'est énorme. Oui, l'échelle est frappante. Les justifications étaient diverses, sécurité, dépassement de visa, mais le vrai levier, c'était le manque de coopération sur les expulsions. Mais alors là, il y a quand même une contradiction, non ? D'un côté, on dit vouloir développer le commerce avec l'Afrique. Et de l'autre, on ferme les portes, avec ces restrictions de visa. Oui, c'est une contradiction que le rapport souligne. Surtout que les taux de refus étaient déjà très hauts pour les Africains avant même ça. Exactement. Cette politique, en fait, elle minait directement les échanges économiques, universitaires, humains. Le genre d'échange nécessaire pour un partenariat solide. Ça risque d'aliéner, quoi. Et cette pression, elle a eu un appui juridique important, apparemment. La Cour suprême a joué un rôle en si. Oui, un rôle clé. Elle a annulé des décisions de tribunaux inférieurs qui, disons, freinaient un peu les expulsions vers des pays tiers. Ah oui. Et surtout, elle a suspendu l'obligation de prévenir les migrants et de leur donner une opportunité significative de contester leur renvoi. C'était un feu vert juridique assez majeur. La juge Sotomayor avait parlé d'expulser n'importe qui, n'importe où, sans préavis. C'est une critique assez forte. Oui, et ça résume bien l'impact. Ça a ouvert la voie à cette politique d'expulsion vers des pays tiers. C'est-à-dire... Renvoyer des non-citoyens, souvent avec un casier judiciaire, vers n'importe quel pays qui accepte de les prendre. Peu importe leur nationalité ou leur lien réel avec ce pays. Le rapport cite un exemple qui avait fait polémique, celui de migrants qu'on voulait renvoyer au Soudan du Sud. Oui, 8 migrants dont un seul était né là-bas. Un pays très dangereux, où ils risquaient, selon les critiques, emprisonnement, torture, mort. Et la justification de l'administration, c'était quoi ? Éloigner les pires des pires, c'était la rhétorique officielle. Ce qui nous amène aux conséquences directes pour les pays africains. Le rapport parle d'externalisation du fardeau. C'est ça le concept central. En gros, les États-Unis transféraient leurs propres défis sociaux, économiques, sécuritaires liés à certains migrants vers des pays africains. Des pays souvent déjà fragiles et pas forcément équipés pour gérer ça. Et ça se manifestait comment concrètement ? Pour le Libéria par exemple ? Alors le Libéria, pays post-conflit, très dépendant de l'aide américaine, aide qui d'ailleurs diminuait. Oui, avec la dissolution annoncée de l'USAID. Exactement. Donc là, l'arrivée de déportés, parfois mal vus, ça a ajouté une pression supplémentaire. Et pour un pays comme le Sénégal, en croissance, mais avec des défis sociaux ? Même chose. Déjà des difficultés à réintégrer leurs propres citoyens, alors accueillir en plus des déportés d'ailleurs, ça ne pouvait qu'aggraver les tensions sur l'emploi, les services sociaux. Le rapport évoque aussi des risques de déstabilisation dans des pays aux institutions plus faibles, comme la Mauritanie ou la Guinée-Bissau.
Oui, la crainte que certains déportés sans attache puissent être recrutés par des réseaux criminels, ou simplement que ça ajoute aux tensions internes existantes. Même au Gabon, pourtant plus riche, on craignait une hausse des tensions sociales à cause du chômage. Voilà. Les problèmes potentiels étaient souvent les mêmes. Pression sur les infrastructures, le marché du travail, risques sécuritaires, stigmatisation, intégration difficile. Et face à tout ça, les réactions internationales, l'Union africaine par exemple. L'Union africaine a condamné les interdictions de voyage, oui. La CEDEAO, en Afrique de l'Ouest, a vu ses propres règles de libre circulation un peu bafouées. Et les agences type HCR, OIM. Sur le respect du droit d'asile, le principe de non-refoulement, surtout pour ces transferts vers des pays tiers sans garantie suffisante. Et puis, il y a eu des questions sur le rôle de l'OIM, vu sa dépendance financière vis-à-vis des États-Unis. Quelle marge de manœuvre réelle a? C'est intéressant. Et le rapport précise que les États-Unis ne sont pas les seuls à faire ça, cette externalisation. Non, c'est une tendance plus globale malheureusement. On voit des politiques similaires dans l'UE, au Royaume-Uni, en Australie, transférer la responsabilité migratoire vers des pays tiers, avec les mêmes critiques sur les droits humains d'ailleurs. D'accord. Donc cette approche américaine s'inscrit dans un contexte plus large, même si elle avait ses spécificités. America First. Tout à fait. Bon, alors, si on essaye de résumer, ce deep dive, basé sur ce rapport, nous a montré une stratégie américaine très transactionnelle envers l'Afrique. Oui, utilisant la pression diplomatique, le levier des visas, les expulsions vers des pays tiers. Pour, en fin de compte, externaliser la gestion de certains migrants vers des pays africains souvent peu préparés à ça. C'est une bonne synthèse des points clés du rapport, oui. Alors, pour finir, peut-être une question qui va un peu au-delà du rapport lui-même. Quelles pourraient être les conséquences géopolitiques à long terme de ce type d'approche quand elle est perçue comme coercitive et purement transactionnelle? C'est une excellente question. Comment ça affecte l'image, l'influence américaine en Afrique, surtout face à d'autres acteurs comme la Chine ou la Russie? Et qu'est-ce que ça nous dit, plus largement, sur notre façon d'aborder les migrations comme un défi global, partagé? Le média de l'Afrique centrale. Matière à réflexion. Et c'était Le Politiste, votre podcast politique. À très bientôt pour une nouvelle chronique. Unis dans l'égalité, forts dans la diversité. Média 2AC.